Bonjour Sandy, Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. je suis si content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Je vois beaucoup de publications sur les réseaux sociaux sur le nerf vague. Je me suis documenté comme toute bonne personne qui s'intéresse à ça. J'ai été voir sur Wikipédia, j'ai été voir des articles, j'ai été voir des vidéos, j'ai posé les questions à ChatGPT et je suis complètement perdu. Et ton livre s'appelle S'ouvrir à l'amour et si la solution se trouvait du côté du nerf vague. Yes. Je te comprends et je pense que c'est peut-être aussi le sentiment que beaucoup de personnes qui te regardent, ils ressentent bien que les situations en amour, ça les active particulièrement et plus que d'habitude. En tout cas, moi, c'était C'est vrai? mon cas et c'est ce qui m'a poussé à aller dans cette direction. Et je pense aussi que le nerf vague, il est devenu à la mode dans les, je sais pas, je dirais dans les 5, 6 dernières années. Ça a commencé à vraiment à grandir. Et c'est quand même une science qui est relativement récente en fait. La théorie polyvagale qui a été développée par Stéphane Porges, elle est arrivée dans les années 70, donc c'est pas si vieux que ça. Et il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs orientations, donc ce qui fait que on peut avoir l'impression que il faut aller stimuler son nerf vague et puis on a tout réglé. Pour d'autres, il faut y aller petit à petit. Moi-même, moi j'ai aussi une approche qui peut être un peu différente et je pense qu'on est encore dans un stade où la connaissance et l'intégrité de la connaissance n'est pas encore découverte ou comprise et c'est pour ça un peu que tu as ce sentiment que ça part dans tous les sens. C'est ça. Et à un point que même différents experts se contredisent dessus. J'ai Yes. même vu un outil à clipser sur le lobe de l'oreille Yes. qui est censé relaxer la nuit. J'ai vu des machines à mettre près du lit pour ça. Mais on va voir comment ça fonctionne. On va voir aussi comment peut-être détendre ou rendre tonique ce nerf vague. Tu as démarré ton livre en posant une question qui est pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de personne? Yes. Comment est-ce que tu en arrives à la conclusion que c'était peut-être pas dans ta tête, mais dans ton corps? Alors moi je suis vraiment tout ce que j'ai créé si tu veux et tout ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est vraiment parti de mon expérience personnelle. Pendant plus de 7 ans, j'ai répété le même schéma où les hommes me quittaient pour une autre personne et honnêtement, j'avais pas un problème de volonté. C'est-à-dire que j'étais vraiment prête à me remettre en question, de regarder, ok, quels sont les comportements qui ont peut-être poussé cette personne à partir pour une autre. Donc je me remettais vraiment en question, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était plus fort que moi. J'étais toujours attirée, ces fameux papillons dans le ventre, par des personnes qui, à la base, n'étaient pas dans la capacité de construire une relation saine. Et je voyais bien que soit je devais me faire à l'idée d'aller vers un couple de raison, si tu veux, C'est ça. et sans forcément ressentir des choses, et ou alors continuer à enchaîner ça. Et je voyais bien que c'était pas dans le cadre de la volonté. Donc c'est ça qui m'a, si tu veux, poussé, et c'est pour ça que j'ai commencé mon livre avec ça, parce que moi, ça a été le déclencheur de tout mon processus. Tu dis une phrase qui est forte. Tu dis être malheureux ou malheureuse en amour, ce n'est pas un hasard. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ça la révélation? Ouais, c'est qu'en fait, on répète les modèles qu'on connaît. Et c'est ça qui fait on est attiré par certaines personnes et pas d'autres. C'est ce qui fait aussi qu'on se comporte d'une certaine manière en relation. C'est ce qui fait aussi qu'on accepte certaines choses en relation. Alors que dans notre tête, dans notre volonté, on sait très clairement que c'est pas sain, on sait très On le clairement qu'on sait. suradapte, on sait très clairement que cette personne, ce bad boy, cette personne indisponible, elle va nous rendre malheureuse, mais c'est ce sentiment que c'est plus fort que nous. Et en fait, l'explication à tout ça, elle est assez simple. L'attachement, notre capacité d'être en relation avec les autres, elle est essentielle à notre survie. C'est-à-dire que nous, en tant que mammifères, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas survivre sans les autres êtres humains, sans nos parents. C'est impossible. Et donc tous ces mécanismes qui sont en lien avec l'attachement, ils sont tellement essentiels à notre survie, qui sont enregistrés au niveau de notre système nerveux, dont fait partie le nerf vague. Et c'est ça qui gère toute notre manière de nous comporter en relation. C'est mettre le nerf vague dans le titre du livre, c'est déjà un choix, on pourrait dire, audacieux, éditorial, parce qu'on parle d'un livre qui est censé, dont tout le monde, que tout le monde devrait lire.
qui part quand même sur un principe compliqué, complexe à comprendre de manière biologique. Oui, en fait, j'avais vraiment envie de répondre à toutes les personnes qui ont fait des années de thérapie, qui ont eu le sentiment, qui sont très conscients. Moi, les personnes qui viennent chez moi, elles connaissent beaucoup de leur schéma déjà. Elles sont très conscientes de ça. Elles voient également le lien que ça peut avoir avec leur enfance, etc. Et elles bloquent. Elles arrivent contre un mur et elles n'arrivent pas à avancer. Et j'ai vécu cette situation pendant 7 ans où je me tapais la tête contre les murs en me disant mais comment je peux sortir de ça? Et j'avais vraiment envie, si tu veux, un peu de lancer un pavé dans la mare, d'expliquer, attends, c'est pas par la thérapie, par la parole que tu vas réussir à changer tes schémas parce que tu cherches à changer quelque chose au mauvais endroit. C'est dans ton corps, c'est dans ton système nerveux. Je pense que beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître là-dedans. Tu vas voir psychologue sur psychologue, coach, tu sais, et pour autant, de manière concrète au quotidien, ça ne change pas. Ouais. Ouais, ben Bon, je comprends parce que j'étais dans cette situation. C'est ça qui m'a aussi fait chercher des approches par le corps parce que je voyais bien que ça bloquait ailleurs en fait. Je voyais bien que mes réactions venaient du corps. Je voyais bien que c'était ces réactions qui dominaient mes comportements. Et si tu veux, il y a 20 ans, personne parlait du système nerveux, personne parlait du nerf vague. c'est vrai, c'est vrai. J'étais vraiment en mode chercheuse avec le petit cobaye à savoir moi-même, tu vois. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de la théorie polyvagale de Stephen Porges, comment est-ce que tu peux l'expliquer? C'est quoi son rôle dans notre corps déjà tout court, mais aussi dans nos relations amoureuses? Alors, bah, la théorie polyvagale de Stéphane Porges, ce qu'elle a beaucoup apporté, c'est qu'elle a expliqué que finalement, on n'a pas seulement 2 états, donc le sympathique et le parasympathique, on en a 3 différents. Et que notre système nerveux, il a un rôle fondateur sur 3 fonctions principales. La première, c'est celle qu'on connaît, on va dire, de manière anatomique. Notre système nerveux autonome, il permet de respirer, d'avoir un cœur qui fonctionne, de digérer, sans qu'on ait besoin de lui dire bah attends, rappelle-toi, il faut que tu respires, il faut C'est que tu ça. digères, il faut que tu fasses le ménage. Ça, c'est la fonction que tout le monde connaissait. La deuxième, c'est que ce système nerveux autonome, ça gère tous nos mécanismes de survie. Si tu te retrouves devant un ours, bah, tu es bien content d'avoir un système nerveux qui va soit te faire position du mort, soit te faire partir En vite courant, pour que tu puisses survivre. Et là où en fait la théorie polyvagale a beaucoup apporté, c'est en fait que ce système nerveux détermine également la capacité d'engagement social d'une personne. Et ça se construit vraiment et physiologiquement, c'est-à-dire que ton nerf vagal ventral, il va se développer grâce à l'interaction que tu as avec tes figures d'attachement, mais également avec ton environnement dans tes premières années de vie. Donc si tu veux, en fait, ce qui est révolutionnaire, c'est que cette capacité d'engagement, elle est directement liée aux interactions que tu vas avoir plus ou moins sécures dans tes 7 premières années de vie, et ça commence déjà in utero. le nerf vague, pour rappel, si je comprends bien, c'est toi l'experte Ouais. aujourd'hui, c'est un nerf qui relie tout le corps Yes. et qui va ensuite déterminer, peut-être tu l'as dit, de manière inconsciente, respirer, etc. Mais aussi qui fait que bah, s'il ne fonctionne pas correctement, on aura des problèmes dans notre vie, notamment amoureuse. Beaucoup de la presse dit qu'il faut détendre son nerf vague. Qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, le nerf vague, c'est une paire de nerfs. Donc tu as 2 branches dans ce nerf. Tu as une branche qui va dans la partie ventrale, donc plutôt vers le haut de ton corps, et il y a une branche dorsale qui va aller à partir du diaphragme vers le bas de ton corps. Et ces 2 branches vont déterminer différents états. Donc l'état vagal ventral, c'est l'état où tu te sens en sécurité et en capacité d'interagir avec les autres parce que tu vois les gens comme des amis, tu vois les gens comme une connexion. Donc tu vas ressentir et tu vas être dans la capacité physiologique de te connecter aux autres. Et à l'inverse,
quand tu as l'état dorsal qui est activé, en fait, tu vas aller plutôt dans la déconnexion des autres. Et donc, juste stimuler, quand on parle de détendre ou de stimuler le nerf vague, c'est un peu une illusion parce que qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça travaille la flexibilité de ton nerf de passer d'une branche à l'autre. Mais ce que ça ne fait pas, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui a fait que tu es peut-être constamment dans un état d'insécurité, qu'est-ce qui va faire que tu te déclenches un état d'insécurité. Là où ça va avoir peut-être un impact, c'est sur ta capacité à revenir plus facilement à un état de sécurité. Et donc, si tu veux, pour moi, tous ces appareils de stimuler ou d'apaiser le nerf vague, ça règle pas le problème. Il faut vraiment travailler sur la régulation de ton système nerveux et surtout que tu reprennes en fait la compréhension de ce qui se passe en toi. Et pas seulement que tu appliques des choses sans comprendre ce qui se passe dans ton corps parce que ça n'aura aucun effet. Tu peux même faire un exercice qui est super utile. Si tu ne sais pas comment ça impacte ton système nerveux, ça ne sert à rien. Bien sûr. Je résume tout ce qu'on peut lire aujourd'hui dans la presse et sur TikTok et Instagram. Je t'en cite plein et on va trier le tout après pour comprendre. Respirer, eau froide, chant, méditation, des soupirs, gargarisme. Et la presse met à peu près tout dans le même sac. Qu'est-ce qui relève aujourd'hui de la réalité et qu'est-ce qui relève du marketing? Alors, tout ce que tu as listé peut avoir un effet positif sur la régulation de ton système nerveux. Ça dépend dans quel contexte. C'est-à-dire qu'une personne qui va mettre en application un outil et qui ne va pas comprendre dans quel contexte l'appliquer, c'est-à-dire dans quel état elle se trouve, qui ne va pas chercher à voir si ça a un effet sur elle, en fait, c'est comme si tu fais quelque chose mais que tu ne mesures pas l'impact. Ça sert strictement à rien. Alors, tu peux nous donner un exemple de comment est-ce qu'on peut, dans une situation par exemple de couple, à quel moment je peux observer quelque chose sur moi ou sur l'autre et qu'est-ce que je vais mettre en application juste après? Alors, la première étape, c'est de comprendre dans quel état tu te trouves en fait, dans quel état de ton système nerveux. Est-ce que tu es, donc je vais peut-être citer les 3 états pour que ça soit Avec plaisir. clair. Ouais. Donc, ton système nerveux autonome, il peut être dans 3 états différents et selon ce que tu as vécu de ton passé, tu as un état qui est plutôt dominant. Donc, l'état vagal ventral, c'est l'état de sécurité. C'est un petit peu quand tu as une respiration qui est profonde, quand tu as un rythme cardiaque qui est régulier, quand tu as les nerfs du visage qui sont plutôt détendus. Et puis souvent, en termes de sensations, c'est « Ah, je suis contente, je me sens en lien avec les autres. » Moi, je le ressens très souvent par cette petite chaleur, tu sais, qu'on peut sentir au niveau de la poitrine. Tu sens qu'il y a une connexion, tu sens que tu es bien, et que tu as envie que les relations, finalement, ça te procure un bien-être, ça te procure un plus. Ça, c'est l'état de sécurité. Ensuite, tu as 2 états d'insécurité. Le premier, c'est l'état sympathique. Quand tu es dans l'état sympathique, tu sens globalement une accélération dans ton corps. Ta respiration s'accélère, ton rythme cardiaque s'accélère. Tu sens une tension souvent dans tout ce qui est nuque, dos. Pourquoi? Parce que ton corps, en fait, c'est le premier niveau du stress. C'est à ce moment-là que ton corps repère un danger et se mobilise, si tu veux, contre ce danger. Donc ça, c'est l'état d'accélération. Dans cet état-là, tu vois ton partenaire amoureux comme un ennemi. Tu vas anticiper le pire, tu vas exagérer, voir toutes les choses qui potentiellement peuvent se passer, qui vont être contre toi. C'est très difficile d'aller aborder des conversations, de communiquer tes besoins et tes limites. C'est souvent là où l'escalade émotionnelle va arriver. Donc ce n'est pas un état où tu peux physiologiquement interagir avec ton partenaire. Dans ce cas de figure-là, en fait, ça vaut la peine de stopper, de faire une pause, d'aller peut-être marcher 5 minutes dans la nature, 15 minutes si c'est une grosse escalade, et de revenir quand tu sens que tes sensations sont arrivées à quelque chose de plus apaisé.
Et le Ok, et le troisième état, shutdown, le troisième état où on s'éteint? ouais, ça en fait, c'est le troisième niveau de stress. C'est-à-dire que quand ton système nerveux, il sait plus comment faire, il a plus l'impression, en fait, qu'il peut faire face au danger. Il enclenche le frein à main de sécurité. C'est-à-dire qu'il va d'un seul coup ralentir ta physiologie. Ton rythme cardiaque va être plus lent. Ta respiration, tu vas être plus dans le haut du corps, irrégulier. Des fois, tu peux faire, même, tu vois, un peu retenir ta respiration. Tout est au ralenti. Et là, en fait, tu te déconnectes de ton environnement. Donc, c'est presque comme si tu ne peux plus être en interaction avec ton partenaire parce que tu es déconnecté vraiment de tes sensations. À ce niveau-là, c'est souvent le cas de figure du partenaire. Il y en a un qui veut continuer à converser et puis l'autre, L'autre ne peut plus. il est absent, il va aller regarder son téléphone, il est là mais il n'est pas là. Tu vois, c'est un peu ce sentiment-là. Comme lorsque l'ours arrive et fait peur, on s'éteint. Et exactement, ça Là, c'est vraiment... on est inquiété dans la relation, on se déconnecte. Yes, ça c'est vraiment le troisième niveau de stress. Ça peut paraître très passif, mais moi j'aime bien vraiment insister que c'est le troisième niveau de stress. C'est quand le corps pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de se couper. Et Ok. dans ces cas-là, en fait, c'est important pour surtout la personne qui se déconnecte qu'elle reprenne contact avec ses sensations. Donc, Est-ce qu'on a tous une dominance par défaut, c'est-à-dire un système nerveux de base ou celui dans lequel on est le plus? Par exemple, toujours oui, déconnecté, ou oui, toujours zen, ou toujours oui, énervé. oui, oui, parce que ça dépend de ton enfance. Déjà de un, tu hérites du système nerveux de tes parents. Et ce système nerveux, il est ensuite influencé par les expériences de vie que tu as accumulées. Et on va dire que les 7 premières années de ta vie, ça va créer, si tu veux, ta base de données de comment est-ce que je réagis face à certaines situations relationnelles. Et si tu as enregistré typiquement que les relations, c'est un combat, ou que les relations, il faut te suradapter pour pouvoir rester dans le lien, ou que finalement les relations, on ne tient pas compte de tes besoins, de tes émotions, donc il vaut mieux que tu t'éteignes, eh bien ça va faire que tu vas passer le maximum de ton temps dans un état plutôt d'insécurité, dans un état dérégulé. Et c'est pour ça que je fais dans mon livre le lien entre tes modèles d'attachement que tu as avec l'état dominant de ton système nerveux. Parce que ça correspond vraiment un sur un à ce que tu vis de manière dominante. À tous ceux qui n'arrivent pas à se souvenir de leur enfance, ou qui disent par exemple, je n'ai pas de souvenir de ce qui a bien pu m'arriver entre mes 0 et mes 7 ans qui aurait créé ça. Ce qui est dur, tu as une espèce de double peine. Non seulement tu es dans cet état, mais en plus tu sais pas exactement d'où c'est venu. Est-ce qu'il est important de savoir d'où ça vient ou est-ce qu'on peut faire sans? Alors, le corps, lui, il n'oublie pas. Il a une mémoire et tu n'es pas obligé de toi de te souvenir rationnellement pour que le corps se souvienne. Le corps enregistre tout. C'est simplement pas passer de ta mémoire implicite, la mémoire du corps, à la mémoire explicite, celle dont tu as conscience. Et ça, c'est souvent un mécanisme de protection. L'enfant est dépendant de ses parents. Donc, pour arriver à survivre dans un environnement où tu as pu percevoir de l'insécurité, tu vas de un idéaliser ce qui s'est passé en maximisant le positif, minimisant le négatif. Ça peut faire aussi que tu as oublié toutes ces situations qui étaient insécurisantes pour toi. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas que les parents qui influencent l'état de ton système nerveux. Comment a été la période in utero? Comment s'est passée ta naissance? Qu'est-ce que tu as vécu dans le milieu scolaire? Est-ce qu'il y a eu du harcèlement? Est-ce qu'il y a eu des difficultés avec les professeurs? Ça a également une influence. Et aussi tout ce qui est, on va dire, en lien avec ton corps. À chaque fois que tu as eu des interventions médicales, à chaque fois que tu as eu des vaccins, des choses comme ça,
ça a un impact en fait directement sur ton corps et c'est le niveau le plus extrême de danger pour ton système nerveux parce que dès qu'on touche au corps, c'est potentiellement la mort. Donc ça aussi, ça peut influencer. Donc pour répondre à ta question, c'est souvent une de ces raisons qui fait que tu te souviens pas ou qui fait que finalement ce qui s'est passé avec tes parents, c'est pas ça qui influence ton système nerveux. Quel est le lien que tu fais? On commence à s'en approcher doucement de la relation toxique. Quel est le lien qu'il y a entre le nerf vague et le fait d'être dans une relation toxique où on sait que c'est pas la bonne personne? Pas que toi, tu le sais, tes amis, tes copains, tes copines, tout le monde le sait très bien. Quel est le lien entre nerf vague et le fait d'être bloqué dans une relation toxique, même quand on sait qu'on devrait en sortir? Ouais. Bah, justement, quand quelqu'un est dans une relation toxique, elle a ces phases, un peu ce que moi j'appelle ces phases de lucidité, où elle voit clairement que c'est pas bon, que c'est pas ce qu'il faut, et puis la plupart du temps, eh bien, il y a une espèce de flou. Il y a aussi cette fuite par la pensée où la personne, elle se rattache aux miettes, aux petites choses qui vont bien, aux petits 5% qui sont pas si mal, et puis il y a les poutres, les gros problèmes On les qu'elle ne regarde voit pas. pas. On l'a tous senti. Et ça, en fait, c'est pas un problème de volonté, c'est vraiment une absence de limite somatique. C'est-à-dire que quand tu as vécu pendant très longtemps le dépassement de tes limites, donc ça peut être des parents qui n'écoutaient pas tes besoins et tes limites, ça peut être toi qui t'es suradapté pour tes parents, et quand c'est répétitif et continu et permanent, en fait, qu'est-ce que ça fait en termes somatiques? C'est que tu sais plus quand c'est bon pour toi ou quand c'est mauvais pour toi. Pourquoi? Parce que tu te coupes de tes ressentis corporels. Donc tu es comme dans un espèce de flou. Je vais essayer de te donner l'exemple avec le chaud et le froid. Quand tu commences à te couper de tes ressentis somatiques, tu vas pas sentir quand l'eau commence à devenir trop chaude et que tu commences à te brûler. Tu vas avoir un décalage qui va être plus important que une autre personne qui a des limites somatiques bien ancrées. Et donc, les personnes qui sont dans des relations toxiques, elles sont dans ce que moi j'appelle ce schéma d'abus. J'en parle d'ailleurs dans mon podcast S'ouvrir à l'amour. Elles n'arrivent plus à ressentir est-ce que c'est vraiment bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est moi le problème, est-ce que c'est l'autre le problème, qu'est-ce que je dois faire pour changer. Et ce flou en fait qui est constant, ça va faire que il va y avoir des moments de lucidité et après elles vont se convaincre que non en fait non mais il y a quand même des choses bien. Il va y avoir des moments de lucidité et puis après il va y avoir des grosses phases de non mais attends, c'est parce que j'ai fait ça qu'il a réagi comme ça et si je change ça, bah, ça va aller mieux dans la relation. À nouveau des moments de lucidité et en fait ça peut paraître une montagne de changer ça parce que justement elles sont toujours dans le doute et elles remettent en question toujours ce qu'elles ont évalué de la situation. Je sais pas si ça te parle. Oui, il y a d'instinct. En fait, il y a quelque chose qui s'inverse dans mon cerveau. Mhm. Tu as dit qu'il y avait plusieurs modes pour le nerf vague. J'aurais pensé d'instinct qu'il aurait fallu être très zen face à une personne qui était toxique pour pouvoir supporter ça. Alors que ce que je pense comprendre, c'est qu'à l'inverse, c'est un nerf vague qui est déjà hypersensibilisé sera plus compatible avec une relation toxique. Ouais, typiquement, en fait, quelqu'un qui est dans l'état dorsal en dominance, qui est déconnecté de ses émotions à un niveau suffisamment important, aura beaucoup plus de proportions à être dans une relation toxique parce qu'elle ne ressent pas. Ok. Quelqu'un qui est dans un état vagal dominant, qui est dans un état de sécurité dominant, en fait, il a un attachement sécure, ça veut dire qu'il ne va pas se sacrifier pour être en relation. Il ne va pas accepter l'inacceptable et il va être aussi capable de se séparer quand la relation ne va pas. Donc en gros, si jamais il y a un ours qui me court après, si je suis en relation toxique, ça me paraît pas si grave par rapport au fait que l'ours est derrière. Exactement. En fait, tu sais même pas si c'est un ours ou un petit lapin, Oui. tu vois, ou tu te dis, ah non, mais en fait, c'est peut-être moi le problème, c'est pas l'autre le problème.
Et tu vas aller dans... En fait, ton jugement, ton évaluation du danger est totalement floue. Et là, en fait, l'idée, c'est pas du tout d'aller travailler dans la relation d'abord, c'est d'aller travailler dans la régulation d'abord. Parce que là, les phases de lucidité vont devenir plus grandes, plus stables. Et moi, les personnes que j'accompagne, souvent, elles me disent, mais Sandy, je vois les situations d'abus dans toute ma vie. Pas C'est que dans ma ça. relation toxique, mais au job, avec mes copines, avec ma famille. En fait, c'est ma vie. Et c'est quand elles ouvrent les yeux, c'est là où je sais que leurs limites somatiques commencent à revenir. Et qu'elles vont réussir à avoir un vrai changement qui est pérenne et qui est durable. Euh, J'en parle justement dans ce podcast, c'est l'épisode 164 pour ceux que ça Quelle intéresse. mémoire! Le Quelle schéma d'abus. mémoire! Il y a et, des personnes qui ressentent moins le chaud et le froid. Yes. J'ai lu, moi c'est mon cas. J'étais petit, je pouvais être en anorak l'été, en t-shirt l'hiver. Ouais. J'ai longtemps mis ça sur des légers troubles d'autisme Asperger, etc., qui peuvent être aussi reliés à ça. Yes. En fait, ça signifie que au lieu de regarder juste la relation, on peut aussi regarder dans d'autres situations physiques. Par exemple, suis-je plus ou moins sensible au froid, etc., qui pourrait déjà être un signal. Est-ce qu'il y a d'autres signaux que ça? Est-ce que je Oui, me trompe quand je te dis non, non, ça? non, non, tu te trompes pas. En fait, ta capacité à ressentir tes limites, ça commence. Est-ce que il fait chaud, il fait froid? Est-ce que j'ai assez mangé ou pas? Est-ce que j'ai soif ou pas? Tu vois, toutes ces sensations corporelles, c'est plus c'est difficile de rentrer et de ressentir ces sensations-là, plus c'est un indicateur que tu as un niveau de dérégulation de ton système nerveux qui est élevé. Ça peut être typiquement, est-ce que j'arrive à ressentir ce qui se passe dans mon ventre? Pour beaucoup de gens, le ventre, c'est un espèce de truc qui est un peu mort, inerte, alors qu'un ventre régulé, c'est un ventre qui s'exprime. Il fait des bulles, Hmm. tu sens qu'il bouge, tu sens qu'il fait des petits bruits, tu vois que c'est quelque chose de vivant et de vibrant en fait. Ça, c'est tous des indicateurs, en effet, qui peuvent donner un niveau. Il y a un test, en fait, que Stéphane Porges a mis en place, c'est le niveau de connexion à ton corps et le niveau d'intensité de tes réactions dans certaines situations. C'est souvent ces deux outils-là que tu fais pour mesurer le niveau de dérégulation. C'est exactement là où j'allais arriver. C'est est-ce qu'on peut faire son autodiagnostic nerf vague? Est-ce qu'il faut aller voir un docteur? Est-ce que ça se fait tout seul? Est-ce que ça se voit sur un IRM? Est-ce qu'il y a des tests simples? Tu parlais du test de Stéphane Porges. Oui. Comment ça fonctionne? Alors, tu as le test de Stéphane Porges, il va justement, il n'y a pas une valeur qui dit ah, t'es dérégulé, pas dérégulé, mais c'est justement, c'est l'écart entre moins tu as de sensations de connexion à ton corps et plus tu as de sensations de, d'escalade émotionnelle, Oui. plus ça indique un niveau de dérégulation élevé. Donc eux, ils parlent de résultats supérieurs à la moyenne. Ça, c'est un test que tu peux faire qui est gratuit. Si tu, je pense, Google BPM en anglais, je ne sais pas le nom en français, mais tu le trouves, le test de Stéphane Porges en ligne, ça peut être une indication. Un autre test qui est courant, c'est le test qu'on appelle le ACE score. Donc ça va plutôt déterminer les traumas que tu as vécus dans l'enfance. Et si tu as un score qui est de plus de 4, donc le maximum c'est 6, ça a souvent c'est un indicateur en fait que potentiellement ton niveau de dérégulation est élevé. Et sinon, le moyen le plus efficace, et c'est ce que moi je recommande, c'est qu'est-ce que tu répètes dans ta vie amoureuse? Si tu sens que tu répètes toujours le même style de tes schémas, bah c'est que là, il y a quelque chose en lien avec ton attachement et donc avec la régulation ou la dérégulation de ton système nerveux. Et est-ce que tu as des signes physiologiques de dérégulation de ton système nerveux? Donc, un système nerveux qui est dérégulé, qu'est-ce que ça crée au niveau de ton corps? Ça crée de l'inflammation chronique. Cette inflammation chronique, elle est délétère pour tous tes systèmes. Donc typiquement, tu vas avoir des problèmes de digestion, des problèmes hormonaux, des problèmes d'allergie,
Tu vas avoir ce qu'on appelle cette espèce de brain fog, en fait, ce cerveau Voyage qui mental. fonctionne au ralenti. Bah, ça, c'est simplement que ton cerveau, il baigne dans de l'inflammation chronique. Donc, encore une fois, c'est chimique, hein, c'est pas un manque de volonté ou c'est parce que t'as pas fait assez de sudoku. C'est vraiment physiologique. Et plus tu as ce genre de symptômes, plus c'est un indicateur qu'il y a un niveau élevé de dérégulation de ton système nerveux. On fera tout à l'heure des exercices pour détendre ou tonifier le nerf vague. Mhm. Avant ça, pour qu'on comprenne bien où on en est aujourd'hui, parce que tu as dit que la compréhension était nécessaire avant les exercices, c'est en gros savoir pourquoi on fait l'exercice, c'est pour ça qu'on ne les met pas au tout début de cette interview. Tu décris des grandes catégories de schémas amoureux Yes, et tu mets pour chacun un drapeau rouge qui devrait alerter. yes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ça, pour resituer, moi c'est vraiment sur la base, j'ai accompagné maintenant plus de 600 personnes, c'est sur la base de mes observations empiriques des personnes. J'ai créé en fait ces quatre catégories-là. Euh, et comment je les ai créées? En fait, c'est assez logique. Euh, la menace, la survie, tu as deux sources de danger potentielles. En tant que mammifère, la première source de danger, c'est que toi, dans ta capacité, tu n'arrives pas à faire face au danger. Donc c'est la catégorie de la menace. Et puis Mhm. la deuxième source de danger, c'est la catégorie du rejet. Si tu n'es pas intégré dans un groupe, un être humain tout seul, bah, il est limité dans sa survie. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et dans ces catégories-là, en fait, dans la première, il y a trois schémas et dans la dernière, c'est le rejet, l'exclusion. La première chose, en fait, si tu sens que tu n'es pas capable de te défendre ou que le partenaire ou l'adversaire en face de toi, ben, il a plus de pouvoir que toi, la première chose que tu vas faire, c'est te suradapter. Et donc tu vas pas être aligné avec ce que tu veux vraiment. Donc tu vas dire oui alors que tu veux dire non, tu vas faire ce que l'autre veut plutôt que toi ce que tu veux. Ça, c'est cette première catégorie. Donc pour les personnes qui remarquent qui sont dans cette suradaptation, c'est vraiment l'indicateur que là, il y a un schéma à travailler. Et bien sûr, ça commence par, OK, qu'est-ce qui fait? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne suis pas alignée? Quel est l'enjeu pour moi derrière? Souvent, il y a l'histoire familiale qui va expliquer pourquoi ça. Le niveau 2, c'est celui qu'on a parlé, c'est l'absence de limite. C'est-à-dire que tu t'es suradapté, tu as été non aligné pendant tellement de temps, tellement de fois, tellement de répétitions que tu sais même plus, ok, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour moi. Souvent, les personnes qui sont dans cet état-là, elles le remarquent parce qu'elles s'abusent elles-mêmes. Donc elles travaillent trop, elles mangent trop, elles ont des addictions, elles savent qu'elles vont beaucoup d'un extrême à l'autre. Ça serait le deuxième red flag. Et la troisième catégorie, c'est plus quand, en fait, la menace, elle a été tellement grande, tellement importante, que tu as eu le sentiment d'être impuissant et de perdre le contrôle. Donc typiquement, si tu as vu tes parents se disputer et que c'était très violent, si tu as une naissance qui était très insécurisante, qui était difficile, si tu as un divorce de tes parents, si tu as été séparé d'un de tes parents quand tu étais petit, tout ça, c'est des événements qui, pour un enfant, ça dépasse la capacité de ce qu'il est capable De gérer. d'assumer. Et ces personnes-là, en fait, souvent, elles se disent, mais punaise, mais j'ai pas de chance dans ma vie, quoi. Il m'arrive que des problèmes, que des difficultés. Est-ce que je suis maudite? Est-ce que c'est le karma? Et c'est vraiment le sentiment d'accumuler, excuse-moi le terme, mais emmerde après emmerde, tu vois? Et en fait, c'est horrible, mais c'est comme si ton système nerveux, il avait été calibré à ça. Et que en fait, la tranquillité, la sécurité, eh bien, t'es pas attiré par là. C'est aussi des personnes, Oui. le red flag, c'est qu'ils se mettent souvent en danger eux-mêmes, prennent trop de risques, trop de choses à la fois. Ils refont trop leur vie radicale, on change tout.
Je sais pas si ça te parle. Tout à fait, tout à fait. Ça me parle tout à fait. Voilà. Tu as donc il y a des en fait je parle peu, c'est la première fois que ça m'arrive en interview. Ça me met en parallèle beaucoup de ma propre vie et je suis en train de rejouer tout le truc mental à tous nos auditeurs qui écoutent aussi patiemment bouche bée. Je pense que ça remet pas mal de choses aussi. Tu fais des ponts entre le système nerveux et le style d'attachement dont on parle beaucoup sur Yes. ma chaîne. Yes. Typiquement, il y a l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel Oui. serait le lien entre le système vagal et Ouais. l'être attachement anxieux ou évitant? C'est assez simple en fait. Quelqu'un qui a un attachement anxieux, en traduisant en termes de système nerveux, ça veut dire qu'il passe la plupart de son temps dans l'état sympathique, soit en mode combat, soit en mode fuite. Donc c'est typiquement la personne qui a le sentiment de marcher sur des œufs en relation, qui va se poser 1000 questions, faire 1000 scénarios, anticiper le pire, ou alors à l'extrême opposé, projeter le meilleur. J'ai eu 2 rendez-vous, je sais déjà le nom de nos enfants et où est-ce qu'on va se marier. Tout ça, ce sont des mécanismes de l'état sympathique. Pourquoi? C'est soit pour se protéger du danger par la fuite, soit se préparer au combat. Si j'anticipe le pire, je suis encore mieux armée au cas où ça arrive vraiment. Donc, il faut bien se rendre compte que là, le système nerveux, tous ces mécanismes qu'il enclenche, il ne l'a pas fait contre la personne. Ce sont des mécanismes qui ont fonctionné à un moment donné dans l'enfance de cette personne. Si j'avais un papa colérique, eh bien, ça a servi à cette personne de marcher sur des œufs pour pas que le papa se mette en colère. C'est ça. Dans la relation actuelle, le fait de toujours marcher sur des œufs, qu'est-ce que ça fait? Ben, au bout d'un moment, ça crée une relation où tu t'épanouis pas, où tu es malheureuse, et puis Où tu y a- t'oublies, tu tu t'oublies t'oublies, complètement. et tu as un tel niveau d'écart entre ce que tu voudrais de la relation et puis ce que tu as dans ta relation, qu'au bout d'un moment, la relation, elle casse, et c'est souvent pas toi qui pars, c'est l'autre. C'est vrai. C'est ça. Et donc, ici, ça veut simplement dire que la personne, elle passe majoritairement un état dominant Oui. dans l'état sympathique. La personne qui est dans le modèle d'évitement, en fait, elle est majoritairement dans cet état dorsal. À nouveau, les évitants, c'est pas des méchants. Les évitants, c'est aussi des personnes qui ont des schémas et qui ont eu ce mécanisme pour les aider à survivre en relation. Typiquement, c'est quand on a cet attachement évitant, on a appris que nos besoins émotionnels, tout le monde s'en foutait. Mm. Ou alors, il y a eu tellement de débordements émotionnels à l'extérieur de nous que les nôtres n'avaient pas la place. Typiquement, si j'ai eu des parents qui étaient stressés tout le temps, qui avaient beaucoup de choses à régler et qui n'avaient pas le temps de s'occuper de mes petits problèmes d'enfant, ben, qu'est-ce que ça crée? J'absorbe, ça ne sert même pas que je les explique. Et à l'âge adulte, ça va donner quoi? Ça va donner quelqu'un qui va avoir du mal à partager ce qui est difficile pour lui. Comment est-ce que tu expliques que ces deux systèmes qui sont quand même très différents, anxieux et évitant, s'attirent autant? Bah, c'est justement, tu vas chercher, et c'est pour ça que c'est le problème de l'attirance. En fait, tu vas chercher quelqu'un qui va activer tes modèles. Donc l'anxieux va être attiré par l'évitant va être attiré par l'anxieux, et puis souvent, qu'est-ce que ça fait? Bah, l'un va être activé par le comportement de l'autre, et puis ça va faire un élastique, et ça va être compliqué. Il y a une question où aucun expert sur Terre n'est d'accord en 2026. Aucun. Tu auras 10 avis sur cette question-là. Est-ce qu'on peut passer d'un attachement qui serait insécure, type anxieux et évitant, à un type d'attachement sécure? Certains diront que c'est codé en nous, que ce système, notamment vagal, ne se change pas. D'autres diront qu'on peut changer, ou d'autres diront encore qu'on peut juste apprendre à mieux le gérer. Quelle est ton idée par rapport à ça? Alors, c'est mon avis basé sur mon expérience personnelle. Donc moi, j'avais un attachement désorganisé. Donc je switchais entre anxieux et évitant tout le temps. Et j'ai maintenant un attachement sécure. Donc on peut le changer. On peut le changer. Et pour moi,
En fait, il y a un chiffre que je trouve assez vrai. Il faut 6 ans de relation saine pour changer son modèle d'attachement. Et c'est quelque chose qui évolue toujours avec le temps. Si je te donne mon exemple, moi, pendant que je répétais mon schéma de trahison pendant 7 ans, je n'avais pas la croyance que c'était possible d'avoir une relation saine avec un homme qui s'engage, qui me rassure, qui arrive à prendre mon paquet d'insécurité, alors que pour moi, maintenant, c'est la norme. Tu es en couple depuis 7 ans, du coup? Je suis en couple depuis 15 ans. Donc, donc ça peut 15 ans, changer. on a un enfant, et je vois, si tu veux, que mes standards, ils ont évolué, en fait. Ce que je considérais il y a 15 ans comme étant génial, en fait, je trouve que maintenant c'est normal. En fait, c'est normal dans une relation saine que ton partenaire te rassure. C'est normal dans une relation saine que ton partenaire s'engage pour la relation. C'est normal dans une relation saine que tu aies ton mot à dire, que tu aies ta place. Ça, c'était pas dans mon mode de pensée, si tu veux, automatique. Quand je l'ai rencontré à 32, à mes 30 ans. Tu as dit en début d'interview, je devais faire le choix entre une relation toxique qui m'activait ou une relation saine qui était plan-plan et ennuyeuse. Euh, à toutes ces femmes, à tous ces hommes aussi, Ouais. qui disent, je ne tomberai jamais amoureux de quelqu'un de sain, ça va m'ennuyer. Qu'est-ce que tu leur réponds? Qu'est-ce qui se passe dans ton système nerveux? C'est un problème de câblage. C'est-à-dire que ton système nerveux, il va chercher ce que tu connais, même si ce que tu connais n'est pas sain. Donc, la solution, c'est pas de renoncer aux relations saines, c'est de recabler ton système nerveux et c'est faisable. Est-ce que tu accepterais de donner à tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui un exercice qu'on peut faire seul à la maison ce soir pour réguler son système nerveux? Alors, je vais donner un exercice qui te paraît vraiment bête, mais qui pour moi va un peu à l'encontre de tous les trucs à la mode qu'on recommande. Et c'est ce qu'on appelle l'outil du check-in. Simplement, arriver à mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça apporte de la sécurité à son système. Je vais te donner un parallèle, t'expliquer pourquoi c'est important. Admettons que tu entends d'un seul coup un boum boum, un gros bruit dans Mhm. la maison. Tu vas être en danger, tu vas aller regarder et puis tu t'aperçois, je sais pas, que c'est ton chat qui a renversé un truc. Tout de suite, tu vas relâcher le truc. Bah, c'est la même chose en fait avec les sensations qui se passent à l'intérieur de toi. Les sensations qui se passent à l'intérieur de toi, en fait, on peut en avoir très peur. Quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété, dès qu'il sent que sa gorge commence à serrer, qu'il respire moins bien, que son cœur s'accélère, il est déjà dans « Ouh là là, je sais que je suis en train de commencer à faire une crise d'angoisse, ça va être la fin des haricots, ça va être compliqué ». Le simple fait d'aller porter de l'attention dans tes sensations corporelles, ça aide ton système nerveux à se réguler. Donc si tu veux, on peut le faire ensemble. Allez, allez, c'est parti, bien sûr, avec Alors, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, ce qui est le plus agréable pour vous. Ceux qui sont en voiture, gardez les yeux ouverts quand même. Alors, ceux qui sont en voiture, arrêtez la voiture. Ne faites pas ça pendant la voiture, c'est pas adapté à ça. Et le but, ce n'est pas de se relaxer. Le but, c'est de comprendre, de mesurer l'état ou qu'est-ce que vous avez actuellement comme sensation. Donc, juste mesurer ce qui est sans chercher à le changer. Observez votre respiration. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est plutôt dans le haut ou dans le bas du corps? Et comment est votre rythme cardiaque? Est-ce qu'il est en rafale? Est-ce qu'il est plutôt régulier? Ou est-ce qu'il est un petit peu à un rythme non régulier? Et maintenant, je vous invite à porter votre attention sur vos sensations corporelles. Est-ce qu'il y a un endroit dans le corps qui sort plus, ressort plus dans vos sensations? Ça peut être une tension,
Ça peut être un poids. Et je vous invite à aller porter de l'attention sur cet endroit et puis d'essayer de définir avec vos mots. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que ça a une forme? Est-ce que c'est diffus? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que ça a un poids? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est une sensation qui est agréable ou désagréable? Est-ce que ça bouge? Essayez de mettre des mots. Des fois, on voit des couleurs, des fois, on sent des textures. Simplement, mettez un mot. Essayez de décrire ce que vous ressentez avec vos mots. Est-ce que c'est une grosse boule? Moi, par exemple, je ressens comme une boule au niveau de mon ventre. Elle n'est pas très lourde, elle est assez immobile. Un petit peu, je me sens un peu comme le Bouddha heureux. Je ne sais pas si ça parle à des gens. Et peut-être que vous avez remarqué qu'en faisant cet exercice, vous vous sentez un petit peu plus détendu. Il y a un peu plus de C'est relaxation. vrai. Il y a peut-être eu des bâillements pour certaines personnes. Est-ce que toi, tu as ressenti quelque chose, Antoine? Là, ça m'a apaisé en quelques secondes. Incroyable. Ouais. C'est ça, la capacité, en fait, le trauma ou les expériences de l'enfance, c'est quand c'était trop intense, trop tôt. Et qu'est-ce que le corps a fait? Il nous a déconnectés de cette capacité à ressentir. Mais quand on ressent, on peut aussi agir. On redevient au contrôle. Et ça apporte énormément de sécurité à notre système. Donc voilà, je voulais te faire cet exercice qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on voit sur Instagram ou Merci. TikTok. Est-ce que pour autant, on peut faire ce que les Instagram conseillent, les bains froids, stimulation auriculaire, respiration, chant, cohérence cardiaque? Tous ces exercices peuvent être utiles dans certains cas ou néfastes dans d'autres. Moi, je te donne l'exemple du bain froid. Le bain froid, qu'est-ce que ça fait? Ça aide ton corps à accueillir du stress et à réguler ce stress. C'est un très bon exercice quand tu n'as pas trop de dérégulation. Si par contre cet exercice est supérieur à la capacité que tu peux tolérer, en fait ça va être néfaste. Donc il y a dans des cas ça va être bon et dans d'autres cas ça D'accord. va être pas bon. Et là, Toujours y aller en l'idée- douceur et observer, faire le test, voir si ça aide ou pas. Exactement. En fait, pour savoir si quelque chose est bon pour toi, c'est important de voir comment je me sens avant, comment je me sens après. Est-ce que je ressens plus de régulation ou est-ce que je ressens moins de régulation? Est-ce que ça apporte dans ma semaine? Est-ce que je vois que petit à petit, je sors d'un état d'insécurité, que je passe plus en plus de temps dans l'état de sécurité? C'est tout ça qui va te dire, oui, je suis dans la bonne voie, non, je suis dans la mauvaise voie. Et réguler son système nerveux, ça ne veut pas toujours dire faire des respirations, des choses. Des fois, ça peut être j'appelle une amie, ça me réconforte, ça me fait du bien. Et on a tous déjà des habitudes ou des ressources qu'on fait naturellement qui nous aident. L'idée, c'est d'apprendre à comprendre en fait qu'est-ce qui nous aide, qu'est-ce qui nous aide pas. Combien de temps il faut pour réguler son nerf vague combien de temps? À quel moment c'est le mieux? Est-ce que c'est le matin, le soir ou quand je m'engueule avec mon conjoint? Je C'est peux pas te libre, répondre libre à comme ça. chacun. Il y a pas. Alors, si quelqu'un te donne une réponse, je me méfierais parce que ça dépend de ton niveau de dérégulation, de quelle est ta vie. Est-ce que tu as une vie qui est plutôt stressante ou ressourçante? Qu'est-ce qui t'active? Et en fonction de ça, tu vas avoir un plan qui est totalement différent d'une personne à l'autre. Hmm. Et si c'est très ancré, souvent ce qui aide, c'est de faire un travail sur la cause, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'active, les mécanismes qui se mettent en place. Moi, c'est ce que j'appelle la déprogrammation des schémas avec des approches corporelles, parce que c'est ça, en fait, quand c'est très ancré, ces mécanismes-là, ils sont plus actifs et donc c'est beaucoup plus facile de rentrer dans de la régulation. Ça, je dirais, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre.
Si je peux essayer de te donner une réponse, il y a des choses que tu peux faire en prévention, c'est-à-dire tu sais quel est ton état dominant, tu sais ce que tu as besoin de mettre en place pour grosso modo passer moins de temps dans cet état d'insécurité et aller vers un état de sécurité. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est en réaction. C'est-à-dire que quand ton partenaire t'active ou quand tu es dans du dating et tu as beaucoup d'émotions, ben, tu peux aussi mettre en place des choses pour revenir plus rapidement, plus Oui. facilement vers cet état d'insécurité. Et encore là, c'est différent d'une personne à l'autre. À qui s'adresse ton livre en priorité? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il a ce problème? Est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui est déjà dans la démarche et qui veut aller plus loin? Est-ce que c'est quelqu'un qui est curieux? Je dirais si à toutes les personnes qui ont l'impression de répéter des schémas et qui comprennent pas comment s'en sortir, il y a quand même une volonté de changer quelque chose. Je pense pas qu'on change si on veut pas changer. Euh, mais on n'a pas besoin de savoir le comment en fait. Le but vraiment du livre, c'est d'identifier ces schémas amoureux et ensuite d'avoir un mode d'emploi en fonction des schémas qu'on a trouvés. Donc c'est vraiment un guide pratique. Et il y a des personnes qui avaient aucune idée du nerf vague, du système nerveux, qui m'ont dit ah, Sandy, j'ai l'impression que tu es dans ma tête, que tu comprends ce qui se passe là et ce qui se passe dans mon ventre. Et ça fait toujours plaisir à entendre. C'est ça les premiers retours qui t'ont le plus touché quand tu as sorti le livre? Ouais, il y a, et j'ai eu des personnes, tu sais, des personnes très âgées qui m'ont dit, mais Sandy, j'ai l'impression que tu as compris ma vie et que j'ai enfin pu mettre des mots à pourquoi j'arrivais pas à mettre. Et ça, c'était le but de mon livre parce que si tu veux, moi, il y a 20 ans, 25 ans, on parlait pas de ça. Moi, j'avais l'impression d'être folle, d'avoir un gros problème. Pour te dire honnêtement, j'en parlais quand j'ai commencé ce processus par le corps, j'en ai même pas parlé à mes copines tellement j'avais honte de me dire mais pourquoi moi je dois faire ce genre de truc pour que ça marche. Et ce qui est rigolo, c'est, tu vois, 10 ans plus tard, quand je me suis lancée à mon compte en tant que coach, il y a une de mes amies, notamment, qui a fait le programme et qui a changé sa vie amoureuse grâce à ça, qui m'a dit, mais Sandy, mais pourquoi tu me l'as pas dit à l'époque? Mais c'est vrai que c'était... Ouais, voilà. C'était pas aussi développé que maintenant. Et si tu veux, ce livre, je l'ai fait ben, pour toutes ces personnes-là, en fait, qui comprennent pas pourquoi elles répètent leur schéma, qui sont très conscients, qui ont envie d'être en relation, et puis qui se sentent ouais, impuissantes, maudites, tu vois, tout ce cercle pas très cool, quoi. Sandy, un immense merci d'être venu et de nous avoir renseigné aujourd'hui. Pour tous ceux qui suivent cet épisode, le livre s'appelle S'ouvrir à l'amour. Et si la solution se trouvait du côté du nerf vague de Sandy Kaufman, je mets le lien vers ton livre juste en dessous et le lien aussi vers ton site et vers ta chaîne YouTube. Un immense merci Sandy. Ben, merci à toi pour cette invitation et cet échange. Ça m'a fait un bien fou de parler de ça et de découvrir tout ça aujourd'hui. Eh ben, super. Merci.